Bonjour à tous, ici Pierre de Saint-Georges. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir et de recevoir Alexandre Caget, si j'ai prononcé correctement ton nom. Très bien, Pierrot. Parfait. Alors aujourd'hui, on va parler d'un livre, un livre mythique, un livre qui a été longtemps introuvable. Aujourd'hui, on ne le trouve qu'en PDF en version anglaise et pour la première fois, il a été traduit en français. C'est le livre de John A. Pugsley, La stratégie alpha, que tu as, Alexandre, que tu as traduit. Tout à fait, Pierrot. Alors, éclairci, pour ceux qui ne le sauraient pas, qui est cet auteur incroyablement célèbre dans le milieu du survivalisme, mais aussi dans l'économie, John A. Pugsley. Alors, Pugsley, c'est quelqu'un qui a marqué les années 80-90 aux États-Unis, essentiellement dans la classe moyenne, dans le milieu survivaliste et dans le milieu libertarien, pour plusieurs raisons. Donc, c'est d'abord l'auteur de deux lettres confidentielles qui étaient globalement extrêmement lues, de Common Sense in Economics, qui était aussi le titre de son premier bouquin, Le bon sens dans l'économie. Il a fait un certain nombre d'ouvrages pratico-économiques sur, par exemple, les pratiques de votre banquier, comment jouer des taux d'intérêt. Il a fait un bouquin qui est encore plus introuvable que la stratégie alpha sur toutes les petites magouilles des traders en métaux industriels, qui s'appelle The Copperplay, donc qui a disparu après rachat complet, bizarrement. Donc il a fait un bouquin qui est resté 10 semaines en tête des ventes du New York Times, qui s'appelle La stratégie alpha, donc, qui est donc le livre que j'ai traduit, qui a fait le bonheur des survivalistes, en fait, peut-être pas pour des bonnes raisons, puisque ils se sont emparés de ces listes de stockage, puisque Pugsley recommande le stockage et recommande aussi des méthodologies de stockage, mais c'est surtout en fait une analyse du système financier américain à la veille des années 80. C'est très intéressant de le regarder avec 40 ans de recul maintenant, puisque finalement ce système qu'il décrit très, très brutalement comme une fraude, cette analyse n'a pas pris de ride, si on y réfléchit. Alors justement, ce livre qui est disponible aux éditions Culture et Racine, on mettra le lien évidemment. Quel est le fond de la pensée de Pugsley par rapport à... En fait, ce livre a été écrit dans les années 80. Comment a-t-il pu voir ce qui allait arriver de manière si géniale? Alors, il ne l'écrit pas dans les années 80, il écrit à la veille des années 80. Il écrit à la veille de l'élection de Reagan. Mais en fait, c'est une période qui est très particulière pour les États-Unis, puisqu'en fait, en 71, c'est la fin de la convertibilité du dollar or et toutes les mesures, ce qu'on appelle le Nixon Shock, qui vont être des mesures de réglementation qui sont sans précédent aux États-Unis, de manière à essayer de tempérer quelque peu l'inflation qui vient de la fin de la convertibilité du dollar or. Donc, dans un monde assez libéral, avec une mentalité de pionnier, c'est globalement sans précédent, c'est assez mal ressenti, d'abord dans le monde du travail et idéologiquement. C'est en grande partie de ce constat par Pugsley. Accessoirement, ils vont se taper aussi le premier choc pétrolier. Ça va être assez mal ressenti. Donc, au départ, en fait, était l'inflation. Accessoirement, pour les bons connaisseurs, en fait, toutes les fraudes qui seront celles des années 90-2000 sont déjà contenues dans ce bouquin. Il part d'un constat qui est celui de la création monétaire. Donc là, il nous fait en fait une synthèse en une vingtaine de pages qui est vraiment très percutante. Ça va porter le vilain nom de vulgarisation. Mais en fait, on a toute la critique de la réserve fédérale américaine et de la privatisation de la création monétaire. Si vous voulez pas vous taper la créature de Jekyll Island, Stashmanin, c'est la réserve fédérale. Bon, c'est bien de savoir comment ça fonctionne et il est capable de le synthétiser en une vingtaine de pages. Ça, c'est le départ de sa critique. Sur la création monétaire et l'inflation, on en a déjà parlé. L'Amérique vue en tant qu'un centre de régulation, mais pas pour le meilleur, c'est-à-dire qu'en fait, il anticipe le fait que Washington devienne un lieu de lobbying, et que la plupart des avocats en fait, ne font pas du droit, mais du lobbying à Washington. C'est extrêmement bien anticipé et ça pose des questions sur la nature même de la loi aux États-Unis, tout simplement, et des rapports de force qui en découlent. Et la partie la plus géniale à la fin donc, de cette première partie, qui est le constat, le système américain financier perçu comme une fraude, c'est en fait la critique de votre gestionnaire, votre conseiller en gestion de patrimoine à cette époque-là, avec
une analyse très très rentre-dedans sur ce qu'est l'analyse fondamentale, sur ce qu'est l'analyse technique, sur ce qu'est le marché de l'immobilier. Encore aujourd'hui, ça décape, notamment sur le marché de l'immobilier américain. Bizarrement, avec 30 ans d'avance, il est capable de donner les deux noms qui sont à l'origine du déclenchement de la crise des subprimes. C'est Ginnie Mae et Fannie Mac. Mm-hmm. Et donc, on voit venir le problème en fait du tampon sur la totalité de la créance immobilière américaine, de la garantie de l'État américain sur ces créances immobilières qui va permettre au monde financier américain de faire n'importe quoi et à terme donc la titrisation qui donnera la crise des subprimes. Donc une capacité d'anticipation, d'analyse du système qui en apparence peut avoir l'air extrêmement critique, pamphlétaire, et rétrospectivement, pas du tout. Pas du tout. On est vraiment dans l'anticipation de ce qui va se produire en 2008. Quoi. Alors le livre est en plus préfacé par Michel Drac, qui nous explique un petit peu comment il voit les choses. En 2000, il a écrit la préface quoi, en 2020, début 2020. Donc, il avait annoncé en 2008 en fait sur la page économique de F de Souche qui s'appelait Fortune à l'époque. Il a fait un article qui était extrêmement intéressant qui s'appelait vers la stratégie alpha. Donc il est repris dans l'avant-propos et il explique en fait qu'il va utiliser cette stratégie pour se protéger. Et donc il fait une suite à ce post qu'il avait fait, à ce long post qu'il avait fait sur Fortune à l'époque, qui s'appelle Retour sur la stratégie alpha. Alors l'éditeur, qu'on salue d'ailleurs, excellent éditeur, a regretté que le propos de Michel soit insuffisamment long. Moi je le trouve extrêmement cohérent, extrêmement structuré et extrêmement optimiste finalement, puisque finalement ce qu'il dit c'est qu'il est très content, avec 10 ans de recul, d'avoir choisi la stratégie alpha, qui est une stratégie des risques moyens. Dans un système devenu frauduleux où les risques sont partout, en fait ce qu'il faut, c'est pondérer les risques en choisissant une stratégie des risques moyens. Donc il explique de manière, comme à son habitude, extrêmement pédagogique, extrêmement intelligente. Il reconnaît aussi qu'il y a eu une erreur en fait dans son propos de 2010, à savoir que tout le monde en fait pensait que les élites seraient pas capables de faire tourner le bousin aussi longtemps. Et c'est là qu'il faut reconnaître le génie des banquiers centraux, Sugar Monkey en particulier, qui ont été capables de créer d'augmenter la masse monétaire de manière exponentielle, sans pour autant communiquer d'inflation à l'économie réelle. Et Drac le reconnaît avec à la fois bon sens et honnêteté. Alors Pugsley, c'est un propos qui est important. Pugsley, dans ce livre, donne beaucoup de références historiques à des crises qui ont existé dans le passé. Mais il nous montre qu'on va vers quelque chose qui est quand même assez unique. Pour le lecteur qui aimerait lire ce livre, que va-t-il découvrir qui va l'aider à se préparer j'ai même plus envie de dire à la crise qui arrive, disons à l'augmentation de la crise dans laquelle on est déjà. Déjà, le constat, c'est-à-dire la première partie du bouquin, concevoir de manière intime que le système est intrinsèquement frauduleux, je pense que c'est extrêmement important. Après, on peut penser que c'est le système anglo-saxon financier qui est frauduleux. Je ne pense pas que ce soit le cas. C'est-à-dire qu'il a tellement irrigué mentalement les autres systèmes financiers au travers de ses méthodes, au travers de sa pratique au quotidien, au travers de ses produits aussi, que dans une certaine mesure, la question de savoir si le système est réformable ou pas, elle n'a pas à se poser. Il faut s'éloigner d'un système qui est entièrement frauduleux, s'en éloigner intelligemment. C'est ce que propose Drac à chaque fois, c'est-à-dire qu'en fait, sortir complètement du système, c'est pas possible. Il faut être capable de conserver un pied dedans, un pied dehors. Mais déjà, concevoir, être capable de verbaliser la véritable nature du système, c'est un grand pas en avant. Dans la seconde partie, il propose des solutions. La solution la plus importante, selon moi, c'est dans ces solutions en 3 temps, c'est la première, qui est l'auto-formation. Ne pas rester prisonnier, en fait, d'une profession. Au moment où le système est en train de s'effondrer par petits bouts. On parlait avant que cette vidéo commence de la restauration en Suisse ou en France. C'est sûr que si vous avez tout misé sur la restauration en ce moment, vous êtes dans le service, vous êtes dans les services à la personne non exportable, ce qui en Occident est assez mal barré à court terme.
Donc il faut être capable de se former intelligemment pour avoir un second métier, ne pas être tout simplement ne pas être prisonnier à terme. D'autant plus que ça a fait l'objet la semaine dernière de discussions qui étaient assez avancées à Davos sur qu'est-ce qu'on va faire de toute cette masse d'îlots une fois qu'on aura un petit peu stabilisé cette crise sanitaire. Et eux, ce qui les intéresse beaucoup, en fait, c'est le système, par exemple, des certificats, de formation par Internet. En gros, je sais pas, on a besoin d'un mec formé sur tel point du marketing ou tel point de la blockchain ou tel point des services financiers. Et il va se former pendant. Alors, ils ont déterminé que la moyenne c'était 5 mois. Donc, en 5 mois, on a toute une masse disponible qui sera formée. Et puis peut-être que ça répondra aux besoins du système, mais pendant un an. Donc, ensuite, il faudra se reformer. Alors que si par contre vous avez passé un CAP de plombier, un CAP de viticulteur, vous êtes beaucoup moins tributaire du système. En particulier si vous avez bossé dans le tertiaire financier qui a assez peu d'avenir à court terme. Mais ouais, être capable de réfléchir sur la formation, à quoi vous voudriez vous former, de manière maintenant relativement urgente, quel va être votre avenir pour partir en dehors du système, c'est somme toute en fait la réflexion la plus puissante de Pugsley, la plus actuelle en tout cas me semble-t-il. C'est vrai qu'en fait tout le monde insiste beaucoup sur ces techniques de valorisation au travers de la valeur d'usage, les alternatives que ça offre par rapport au système financier. Non, l'auto-formation, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Et ça n'a jamais été aussi facile de le faire grâce à Internet et grâce aux différentes formations en ligne. Et en plus, grâce au temps que nous oblige à avoir certains États qui nous obligent à rester confinés. Nous sommes en fin octobre 2020. Donc, certains pays ont été mis en cage en prison pendant quelques semaines encore. Et donc à ça aussi, il faut se préparer. Alors, Pugsley était un volontariste, on pourrait appeler presque ça un libertarien avant l'heure. Évidemment, pour les survivalistes, les survivalistes vont retrouver dans ce livre énormément de conseils qui sont aujourd'hui, on va dire, pas devenus normaux pour la plupart des gens, parce que la plupart des gens n'ont pas du tout, visiblement, ils se ruent encore dans les supermarchés encore aujourd'hui. Mais il nous parle beaucoup d'autonomie, il nous parle beaucoup finalement d'indépendance, et les survivalistes trouveront dans ce livre beaucoup de bonnes idées pour se démerder, pour mettre en place un système D et pour moins subir. Alors toi, quand tu as traduit ce livre, qu'est-ce que tu as trouvé de particulièrement visionnaire, on en a déjà parlé, mais particulièrement actuel dans ce qu'il conseille de faire? Au niveau des principes, comme au niveau de qui était Pugsley, moi personnellement j'étais passé complètement à côté du volontarisme anglo-saxon, qui est quelque chose qui est important dans la mesure où il a irrigué aussi le mouvement survivaliste. Il faut rappeler que le volontarisme, il vient d'un député anglais libéral au XIXe siècle qui s'appelait Auberon Herbert. C'est pas extrêmement important, mais il y a deux principes en fait au volontarisme anglo-saxon. C'est un, l'impôt volontaire, et deux, le principe de non-agression. Le principe de non-agression est extrêmement présent dans le milieu survivaliste, quoi qu'on en pense, tout simplement. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser agresser, c'est-à-dire je ne serai pas le premier agressé, mais faites bien attention à la suite. Et c'est extrêmement sous-jacent dans la totalité des propos éthiques de Pugsley. Accessoirement, sur l'impôt volontaire, ça peut avoir l'air complètement délirant, mais c'est une vraie question dans le monde anglo-saxon au XIXe siècle, parce qu'ils ont été confrontés à deux révolutions qui ont pour origine, en fait, le refus du consentement à l'impôt. En l'espèce, la révolution américaine. Et ça, il y a toute une partie des élites anglaises qui est capable, en fait, de rétroagir par rapport au manquement. Ils n'ont pas su voir venir la révolution américaine. Pas de taxation sans représentation. Donc, ils réfléchissent là-dessus. Et puis, même si les Anglais ont beaucoup soufflé sur les braises de la Révolution française, ils comprennent aussi de son origine. C'est le même problème, la réunion des tiers États avec un tiers qui va devoir payer pour les deux autres. Très grande facilité, quoi. Donc, ouais, au niveau des principes, en fait, c'est toujours extrêmement important de les avoir en tête. Ça peut avoir l'air suranné, ça peut avoir l'air décalé dans un système français très marqué par la présence de l'État. Je pense que dans les années qui s'ouvrent, avec un État qui a vocation à muter, c'est extrêmement important de les garder à l'esprit. Ensuite, au niveau de la théorie de la valeur d'usage, c'est aussi quelque chose qui m'a énormément marqué.
Est-ce qu'on va avoir une réforme monétaire? C'est pas du tout évident parce qu'en fait, le pitch qui est annoncé à Davos, ça s'appelle le grand reset. Et tu vois, par principe, quand on fait un reset monétaire, on l'annonce pas. Donc c'est plus en fait un reset social, sociétal. C'est comment transformer le monde occidental en RDA. Ce serait peut-être la question finalement qui serait sous-jacente. En tout état de cause, s'il y avait une réforme monétaire à minima ou des transformations dans le système monétaire, c'est important de comprendre que ceux qui sortent leur épingle du jeu, c'est ceux qui ont placé dans la valeur d'usage. Oui. L'exemple type, en fait, c'est l'Allemagne année zéro en 1947-1948, où vous vous réveillez un matin, et puis la valeur du Reichsmark, elle est nulle. Il n'y a plus rien sur vos comptes en banque, vos billets de banque ne valent plus rien, votre épargne ne vaut plus rien. Ceux qui ont gagné, c'est ceux qui ont pu investir dans les œuvres d'art, c'est ceux qui ont pu investir dans la valeur d'usage, c'est ceux qui ont pu investir dans les outils, c'est tout ce qui conservera de la valeur de l'ancien système au nouveau. Et ça, c'est en fait c'est peut-être moins explicite chez Pugsley, parce que l'idée de réforme monétaire est encore un petit peu lointaine à ce moment-là dans son propos, mais c'est vraiment le sous-jacent du stockage. C'est pas stocker pour stocker et aller chercher les pâtes et du riz au supermarché et 17 boîtes de ravioli. Non, c'est stocker intelligemment. Donc il y a au-delà des listes de stockage de Pugsley, il y a des méthodes de stockage. Il y a des méthodes de valorisation. C'est à la fois extrêmement pratique. On en sort en fait légèrement transformé dans son appréhension économique au niveau des biens de tous les jours. Très bien. Alors, je rappelle qu'on peut retrouver ce livre dans toutes les bonnes librairies qui sont en train d'être fermées en ce moment, mais dans les grandes, malheureusement, qui, elles, restent ouvertes. Et évidemment, en ligne. Alors, la stratégie alpha de John Pugsley. Peut-être pour conclure, est-ce que en lisant ce livre, est-ce que tu as appliqué certaines de ces préconisations, certains de ces préceptes dans ta vie personnelle, dans ta finance personnelle, dans ta gestion personnelle? Oui, tout à fait. Au niveau de la formation, d'une part, et dans la manière dont je stocke d'autre part. Parce qu'en fait, vous aurez des surprises pour ceux qui ont la chance de le lire. Par exemple, en fait, par rapport à ce tropisme très occidental, à chaque fois qu'il y a une crise, qui consiste à aller acheter du papier toilette. Et donc Pugsley, en fait, vous expliquera en long, en large, en travers, pourquoi ça n'est pas une bonne idée en matière de stockage. Il y a plein de petits trucs comme ça en matière de fausses bonnes idées. La première partie aussi, moi, m'a décapé, parce que on a par exemple, en fait, dans tout le cinéma hollywoodien ces 7-8 dernières années, donc vous l'avez dans Margin Call, The Big Short, Wall Street, l'argent ne dort jamais. Bon, idéologiquement, Hollywood ne peut pas nier que le système devient frauduleux. Alors il le présente comme quelque chose de partiellement frauduleux. Vous regardez ces films et vous lisez Pugsley, ou vous lisez Pugsley, vous regardez ces 3 films, vous avez quand même une interrogation à minima sur la nature du système qui est très profonde. Et ne pas penser que le système est son ami dans la séquence qui s'ouvre, par définition, je pense qu'on a fait déjà la moitié du chemin. Très bien. En tout cas, je conseille ce livre. C'est un livre indispensable pour comprendre l'état, plutôt la dynamique et l'état du système économique et monétaire et des marchés. Et donc, être averti, être prévenu, c'est la base pour pouvoir savoir comment se préparer et où aller. Et donc, vous le retrouvez chez Culture et Racines, 20 €, franchement pas cher pour le contenu. Et ben merci en tout cas pour la présentation et la traduction de ce livre. Et on aura sûrement l'occasion d'en reparler ces prochains mois, notamment si on veut transformer le contenu de ce livre en peut-être quelque chose de encore plus dynamique. Je te remercie en tout cas, Pierrot. Je te remercie beaucoup et à très très bientôt. À très bientôt.